Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Anything's possible. Anything's possible. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur le podcast Le Trèfle. Johan pour vous accompagner dans ce nouvel épisode, un épisode dans lequel nous allons revenir sur ce qui s'est passé avant la trade deadline. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir un revenant, puisque ça fait un long moment qu'il n'a pas été avec nous. Je ne sais pas si on a acté un départ officiel, tiens d'ailleurs j'ai un doute, mais en tout cas ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu sa voix, et on a le plaisir de le retrouver ce soir. C'est Hugo qui revient nous voir pour cet épisode. Comment ça va mon Hugo ? Bah écoute, ça va, alors ça va moyennement depuis le milieu de semaine, depuis la trade deadline, on aura l'occasion d'y revenir, mais ouais, comme tu l'as dit, bon, on sait pas, c'est un départ officiel, etc. En tout cas, un peu comme les Celtics, j'ai besoin de retrouver un petit peu mon basket, hein. Je suis passé par des phases sombres, comme des double big line-up avec Neemias Queta et Chris Boucher, pour retrouver finalement un amour du jeu, voilà, façonné par Joe Mazzulla, mais voilà, je suis très content en tout cas de revenir avec vous, messieurs, pour parler de la trade deadline et de nos Celtics qu'on aime tant. Eh ben écoute, ça nous fait plaisir de t'avoir, c'est chouette. Et puis il y a Titouan aussi qui est avec nous. Ouais, salut les gars. Étonné que Hugo n'ait pas dit un petit mot pour ses petits patriotes, pour nos patriotes, d'accord, d'ailleurs. Je suppose qu'il y a un peu d'amertume, parce que pour les auditeurs, pour qu'ils sachent, on enregistre le lendemain, enfin le lendemain, le soir même d'ailleurs, à heure européenne. On enregistre le soir même de la défaite malheureuse des Patriots face aux Seahawks. Et du coup, on en profite parce qu'on l'avait fait lors du dernier podcast ou l'avant-dernier, je sais plus. Où on avait fait un petit clin d'œil justement au podcast de Patriots France, au compte Patriots France. Et du coup, Hugo, je sais pas si tu veux dire deux, trois mots sur ça voilà, pour parler un peu de ce que vous faites et parler un peu des Patriots et tout ça, parce que au final, on est fan des Celtics, on est pour la plupart, je pense, fan aussi des Patriots. Donc voilà, je sais pas si tu veux dire un petit mot sur votre podcast que vous avez avec Patriots France. Je peux en profiter, en effet, je te remercie pour cette passe décisive. Décidément, il y a plus de guard play dans ce podcast que chez les Celtics en ce moment. Donc, c'est c'est assez intéressant. Donc non, bah, en effet, comme tu l'as dit, donc on fait un podcast avec justement Patriots France, avec Matt aussi, bien connu de la commune des Pats. On revient donc une fois par semaine, on va dire après les matchs, sur le débrief des matchs, parce que bon, comme pour ceux qui suivraient pas la NFL, c'est pas comme la NBA, on n'a pas plusieurs matchs par semaine, on en a généralement un seul, voire zéro selon les semaines, parce que parfois il y a ce qu'on appelle des bye week. Donc on a l'occasion de revenir chaque semaine sur le match et de se projeter aussi sur le match d'après. On fait aussi quelques podcasts hors série, tout ça. Bon, je vous laisse découvrir et voilà. Je remercie Titouan et toute l'équipe du podcast, hein, du Trèfle pour les nombreuses citations. Nous aussi, on a essayé de mettre deux, trois petites passes pour le podcast Le Trèfle. Mais en tout cas, voilà, si jamais, comme certains, vous êtes mis à suivre la NFL, n'hésitez pas à suivre notre podcast. Donc, via le compte de Patriots France, vous pourrez le retrouver. Donc voilà, en tout cas, on essaie de suivre au maximum l'actualité des Pats, comme le font justement les gars du trèfle sur les Celtics. Yes, bah on mettra le lien du podcast dans la description de l'épisode. Et Joe, bah je te relaisse la main pour la suite. Nous allons donc faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé donc, lors de cette trade deadline. Pour simplifier, avant d'entrer dans le détail, donc, on a Nikola Vucevic qui arrive aux Celtics. Et du côté de ceux qui s'en vont, on a perdu Anthony Simons. On a vu partir Josh Minott,
Chris Boucher et Xavier Tillman. Et dans le même temps, il y a donc Amari Williams qui a profité de toute cette place dans le roster principal pour convertir son contrat two-way en contrat standard. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, on va peut-être s'autoriser un petit tour d'horizon de cette deadline. Les gars, est-ce qu'il y a un move hors Celtics du coup, puisqu'on aura tout le temps d'en parler après, qui vous a particulièrement marqué? Tiens, Hugo, puisque tu nous disais que tu recommences à suivre un petit peu le basket avec un peu plus d'attention, est-ce qu'il y a un move, toi, qui a particulièrement attiré ton attention? Ah, moi, évidemment, il y a un move qui a attiré mon attention et pour ceux qui écoutent le podcast depuis un moment, vous savez l'amour que je porte pour ce joueur, c'est évidemment l'arrivée de Jock Landale à Atlanta, hein. J'espère d'ailleurs faire un retour dans ce podcast aussi prolifique que son premier match sur le maillot des Hawks. Non, plus sérieusement, disons que je suis assez intéressé par ce qu'a fait Cleveland, dans la mesure où on voyait que Garland, que l'association Garland-Mitchell fonctionnait pas pour les joutes assez lointaines des playoffs. Donc je suis assez curieux du move, donc de rajouter Harden et de ramener un chien sur le backcourt avec Keon Ellis. Bon, je considère que Keon Ellis est un bon joueur, mais sans être non plus l'exceptionnel joueur que certains insiders ont essayé de nous vendre pendant la trade deadline. C'est un bon joueur, je pense que ça fera un bon complément dans le backcourt. Donc je suis assez curieux de ce qu'ils ont fait. Après, il y a un autre move que j'aime bien, même si ça me fait un peu, ça m'embête un petit peu, c'est l'arrivée de Luke Kennard chez les Lakers, parce que pour moi c'est vraiment un super joueur, vraiment un joueur sous-coté, dans la mesure où il est capable de créer, que ce soit pour lui ou pour les autres, et d'ajouter un super shooter comme ça autour de créateurs comme les Lakers possèdent avec LeBron et Luka. C'est un super move, donc ça m'embête un petit peu. Donc voilà les deux moves que j'ai en tête quand on me pose directement la question autour de la trade deadline. Ouais, eh ben alors j'ai pensé à toi de suite. Je suppose que tu t'en souviens parce que je pense que c'est à ça que tu fais allusion. Il y a quelques années, quand on avait fait notre pod draft de cœur et que tu avais sélectionné Jock Landale à la toute fin du podcast, moi en toute honnêteté, je savais même pas qui c'était. Et bon, du coup, je l'ai suivi, je l'ai vu notamment au Grizzly là ces derniers temps. Et c'est vrai que je comprends pourquoi tu aimes tant ce joueur. Et alors quand j'ai vu son premier match à Atlanta, après le match, je vais voir les stats d'Atlanta et tu vois que le meilleur scoreur, bon alors évidemment c'est sur un match, donc, mais en points par match, c'est Landale parce que direct il arrive, il met 26 points je crois. Ouais, c'était assez fou, j'ai pensé à toi. Luke Kennard aux Lakers, j'entends, mais t'as pas peur, enfin t'as pas peur, en même temps on s'en fout parce qu'on n'a pas spécialement envie que les Lakers gagnent, mais si on avait un petit peu d'affection pour les Lakers, la défense ça fait flipper quand même parce qu'ils en avaient besoin et que c'est loin d'être son fort. Ouais, après je trouve qu'il est pas non plus hyper catastrophique. Il est capable. En gros, c'est vraiment ce genre de joueur, un peu comme Simmons chez nous d'ailleurs. C'est des joueurs bon, qui certes sur le papier sont pas bons en défense, mais qui en fait sont capables de faire les efforts. J'ai vu Kennard, notamment quand il était à Duke. Alors c'est un autre niveau de compétition, c'est un autre niveau d'athlétisme en face et compagnie. Mais notamment dans les matchs de March Madness, il était largement capable de faire les efforts, au point même d'être parfois vraiment bon en défense. Donc bon, j'ai peur sans avoir peur. Je pense qu'il sera toujours jouable en fait. Et de toute façon, les Lakers, on va pas se mentir. Voilà, si jamais ils font un run en playoff, c'est pas en ayant une défense solide, hein, c'est en mettant plus de points que l'adversaire. C'est vraiment en adoptant une philosophie un peu run and gun façon Phoenix du milieu des années 2000, parce que je les vois pas gagner des matchs en misant sur la défense. Donc quitte à jouer comme ça, autant aller autant mourir avec ses idées entre guillemets et donc maximiser ses forces. Ok. Titouan, du coup, même question pour toi. Est-ce qu'il y a un move qui t'a particulièrement émoustillé? Alors déjà, je veux juste rejoindre Hugo sur le cas Luke Kennard. Euh, Surtout là où je trouve ça intéressant, c'est que les Lakers, bon déjà évidemment quand tu as un LeBron qui a 72 ans et Luka Doncic et Austin Reeves, qui sont tes trois meilleurs joueurs, bah
je pense que t'as pas trop d'autres choix entre guillemets que de miser tout sur l'offense et je pense que c'est ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit quitte à être mauvais en défense, autant essayer de maximiser à fond l'offense. Et je pense on l'a vu historiquement avec Luka ou même avec LeBron, ce qui marche bien avec ces gars-là, c'est d'avoir des shooters slash connecteurs autour d'eux. Et donc je pense que le fit avec Luke Kennard est très très intéressant et d'autant plus qu'ils l'obtiennent juste en envoyant en échange de Gabe Vincent. Et je crois qu'il y a un second tour de draft, un truc comme ça. Et Gabe Vincent, il avait toujours pas joué cette saison. Et quand bien même, il me semble qu'il avait pas, ou du moins il avait pas beaucoup joué. Et quand bien même il jouait cette saison, Gabe Vincent, c'est un joueur qui est de toute façon défensivement pas très positif non plus. Et encore, je pèse mes mots. Donc en vrai, je trouve que bah tu récupères, c'est un peu comme si tu échanges Gabe Vincent pour Luke Kennard, c'est un peu comme si tu récupérais la version améliorée de Gabe Vincent, quoi. Tu récupères un Gabe Vincent, mais meilleur shooter et plus grand, donc au final, ouais, ça améliore pas ta défense, mais si t'avais pas fait le move, t'aurais pas eu une meilleure défense non plus, donc ouais, j'aime plutôt bien ce move pour les Lakers. Et je vais laisser Hugo répondre parce que je crois Ouais, je vois il y a un qu'il petit il a truc à quelque dire. chose à rajouter. Ouais. Alors, c'est pas pour mettre un tacle glissé, hein, mais c'est pour continuer dans la suite de ce que dit Titouan. Mais en fait, c'est simple. Si on regarde le roster des Lakers actuel, on prend un joueur comme Marcus Smart. Alors, je suis pas le plus grand fan de Marcus Smart, je m'en cache pas, je m'en suis jamais caché. Mais un joueur comme Marcus Smart aujourd'hui dans le roster des Lakers, entre guillemets, ça sert pas à grand chose dans la mesure où, alors c'est un bon connecteur, tout ce que vous voulez, mais si on prend ces chiffres d'efficacité aujourd'hui, ça fonctionne, enfin ça va pas, c'est pas bon. Donc autant remplacer les minutes d'un Marcus Smart qui en a quand même quasiment 30 par match, hein, par un Luke Kennard pour justement bah, tenter quelque chose d'autre et au final si jamais en playoff, il y a besoin de défendre sur des séquences, bah, et si en effet Kennard se révèle être trop problématique, ils pourront envoyer Smart sur le terrain, y a pas de souci. Mais en fait, je trouve ça intéressant d'avoir ces deux profils. Je pense que Kennard prendra assez logiquement la place de Smart dans la rotation. Ok, eh ben écoute, bon j'avoue que j'ai pas énormément regardé les Lakers ces derniers temps, malgré toute l'affection que moi je porte à Marcus Smart, ça, quelque part ça fait mal de le voir sous ce maillot, donc j'évite de m'infliger ça. Mais on verra si l'avenir te donne raison, Hugo. Eh ben du coup, Titouan, je reviens vers Et toi pour la question initiale. ouais, ouais, alors du coup, je vais encore refaire juste une petite parenthèse avant de répondre à ta question. Et c'était juste pour rebondir sur ce qu'Hugo disait sur les Clippers. On va rester sur le trade Clippers-Cleveland. On va rester un peu Ouais. sur la côte ouest, enfin à Los Angeles. Et moi, je trouve, contrairement à ce que j'ai beaucoup lu et entendu, où en gros c'était bah voilà, move incroyable de Cleveland et les Clippers, en gros catastrophe. Mais en fait, moi je trouve que, alors je pense à voir ce qu'ils vont faire de Kawhi Leonard cet été, mais je pense qu'ils vont se tourner doucement vers une reconstruction. Mhm. Et je trouve qu'en vrai, euh, c'est pas si mal que ça. Tu vois, tu récupères. Alors, faut voir Garland dans quel état physique il est, et est-ce que ses problèmes de santé sont des gros problèmes sur la durée, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut mettre derrière lui? Mais je veux dire, il doit avoir quoi, 25, 26 ans, quelque chose comme ça. Enfin, il est pas si vieux que ça. Le contrat est plutôt ok. Je crois qu'il doit toucher 25% du cap, ce qui est pas énorme pour un joueur avec son potentiel. Un peu plus, je Alors pense. qu'à des, Un peu plus, je pense, parce que, excuse-moi, je te coupe, ouais, mais j'entendais le. J'ai pas le chiffre exact, mais j'écoutais il y a pas longtemps l'épisode de QI Basket où ils ont parlé des plus gros trades, et je crois que c'est 30% du cap. Il me semble qu'il est à 35 millions, Garland. À vérifier, hein, je ouais, suis pas mais sûr. le cap il est à 150 millions, je crois, un truc comme ça. Donc 30% de 150 millions, ça devrait être genre 50 millions, un truc comme ça, un peu moins de 50 millions. Mais oui, enfin, à vérifier. Mais en tout cas, je pense qu'il est en dessous des 30% du cap. Toujours est-il que, en dehors de lui et du coup de Kawhi, il faut voir ce qu'ils vont faire. Derrière, ils ont que des contrats qui sont plutôt OK. T'as du Garland, t'as dû récupérer du Bénédicte Mathurin, t'as récupéré du Isaiah Jackson, enfin, t'as le jeune, t'as le Cam Christie, et même leur rookie de cette année, là, qui a un nom à coucher dehors, là, Oui, Niederhauser, là. Yannick. Euh, enfin ouais, je trouve que t'as une bonne base, t'as récupéré, enfin t'as quelques pics et tout. Je trouve que vraiment t'as une bonne base pour reconstruire, sachant que c'est Los Angeles, donc
tu seras toujours une destination relativement attrayante pour les agents libres. Donc, ouais, je trouve qu'ils n'ont pas fait l'erreur qu'ils avaient fait quand ils étaient repartis un peu après la période Chris Paul et tout ça, où ils avaient que SGA et qu'ils ont finalement tradé SGA après. Ouais, je trouve que tu repars avec une bonne base. Donc voilà, juste pour dire que je trouve sur le trade Clippers-Cleveland, on a beaucoup descendu les Clippers. Je trouve le trade pas si catastrophique que ça pour eux. Hmm. Et du coup, pour enfin répondre à ta Attends, question, parce que du coup, moi, on va jamais y ouais, arriver. Non, du coup, je te coupe juste pour être tout à fait factuel. 39,5 millions pour Garland, 25% du cap. Voilà, juste pour voilà. dire les... Donc tu vois, je trouve que 25% du cap, sachant qu'il lui reste encore 2 ans derrière, je crois, un truc comme ça, et vu que le cap va augmenter, bah, théoriquement, enfin, son pourcentage qu'il prend du cap devrait diminuer. Donc en vrai, enfin, je trouve ça plutôt ok pour le potentiel qu'il a, même si c'est un joueur imparfait, hein, qui a des problèmes notamment défensifs. Mais voilà, enfin, moi je trouve que c'est un super passeur, c'est un super shooter. Enfin, ouais, je trouve ça vraiment ok, quoi. Donc voilà. Et du coup, pour répondre enfin à ta question, après 35 minutes de podcast, moi le move que j'ai bien aimé, même si le prix était peut-être un poil cher pour certaines personnes, c'est le Jaren Jackson Jr. À Utah Hmm, hmm, hmm. où je trouve que pour une franchise comme Utah bah voilà, qui était en tanking depuis un certain temps maintenant et qui, malgré le tanking, ont jamais réussi à choper des pics. Je crois que le plus haut choix de draft qu'ils ont chopé, ça doit être Ace Bailey. Et c'est quoi? C'est du pic 7, 8, un truc comme ça. Enfin, je sais même pas s'ils ont chopé un 5, pic 5 5 ou où il était peut-être 6. Non, 5e, ouais, ouais. 5. Pick 5 SB. Enfin, en tout cas, ils ont jamais vraiment chopé un pic top 2, 3. Et ils ont probablement un des meilleurs coachs de la ligue. Et je trouve ça assez intéressant que plutôt que de continuer à tanker et d'accumuler des pics qui voilà, ont toujours une certaine incertitude justement, je trouve ça intéressant qu'ils se disent bah voilà, on va utiliser nos assets pour pas tous nos assets, ils en ont encore pas mal, mais utiliser une partie de nos assets pour essayer d'attirer un joueur qui peut élever, à défaut d'élever le plafond énormément, au moins élever le plancher. Et je pense que c'est pas pour cette année, mais sur une construction sur 2 ans, 3 ans, je trouve que tu commences à avoir une bonne base avec le Keontae George, Jaren Jackson Jr. Là, t'as un duo qui est pas mal. Ace Bailey, dont j'étais pas le plus grand fan à la draft, Will Hardy arrive à le faire jouer, à lui trouver un rôle qui lui va parfaitement. Euh, donc voilà, ils ont le gros contrat de Markkanen qui peuvent potentiellement euh, swapper en échange de deux, trois bons role players. Donc voilà, je pense qu'ils ont toujours pas leur go-to guy absolu, mais ils commencent à avoir une bonne base assez intéressante et voilà, si pour certains le prix était un peu cher, je crois qu'il lâche deux ou trois premiers tours, Mm. je crois, pour Jaren Jackson Jr. Mais en vrai, le joueur est jeune, enfin, t'as un joueur qui est quand même deep boy, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui a surtout enfin, la valeur du profil, quoi. C'est un protecteur de cercle qui peut tirer à 3 points. C'est typiquement le genre de truc que tu cherches, qui a une valeur un peu ultime en NBA. Donc ouais, non. Moi, j'ai beaucoup aimé ce move-là de la part du Jazz et de notre ancien président des opérations basket. Ouais, petite tristesse pour les Grizzlies quand même. Moi, c'est une équipe pour qui j'avais un petit peu construit une certaine affection. Et c'est vrai que là, ça part en cacahuète, mais c'est terrible, quoi. Ouais. Alors, dans le Étonnant même... qu'ils aient pas tradé de Ja Morant. Ou alors ils ont pas trouvé Et d'offre apparemment, qui leur c'est ce qui est plaisait, quoi, sorti, ouais, c'est qu'ils sont restés assez fermes sur un certain prix, ce qui est pas forcément compréhensible une fois que t'as viré. Mais bon, ouais. C'est... juste pour finir ce petit tour, parce que bon, après on va parler un peu des Celtics quand même. Qu'est-ce que vous avez pensé? Moi, ça m'y fait un peu penser aussi dans le style de l'équipe qui tank depuis quelques années, qui a pas eu de chance à la draft et qui du coup maintenant essaye de faire autre chose autrement. Bon, alors pas du tout dans le même style parce que c'est pas pour faire venir un jeune joueur, la timeline n'est pas du tout la même. Mais Anthony Davis aux Wizards, enfin. Moi, ça me rappelle, Titouan, tu sais que l'année où on avait été à Boston, bon, toi, tu y étais pas parce que t'es reparti avant, mais moi, j'avais vu les Pistons, enfin, j'avais vu les Celtics jouer contre les Pistons, et du coup, j'avais pas mal suivi cette équipe, histoire de me dire, en gros, voilà, comme je vais les voir en vrai, j'aimerais bien les suivre un peu. Et
c'était à cette époque-là, ils perdaient tous leurs matchs. Mais il y avait quelque chose de prometteur parce que tu avais des jeunes, c'était cool, il y avait du talent. Et tu te disais, voilà, cette équipe, si elle fonctionne un jour ou l'autre, ben, elle arrivera à quelque chose. Et ben voilà, on y est. 3 ans plus tard, les Pistons sont en tête de la conférence Est. Alors, je dis pas que je suis certain qu'il va se passer la même chose pour les Wizards, mais c'est pareil, c'est une équipe que je suis depuis 1 an ou 2 avec une certaine excitation pour ce corps de jeunes joueurs. Et là, bah, ils envoient le truc, quoi. Trae Young, Anthony Davis, on rajoute 2 gros joueurs à ça, probablement encore un gros pic. Ça doit pouvoir donner quelque chose de sympa, mais avec les grosses interrogations que ça suscite, qu'est-ce que ça te dit, toi, Titouan, ce move? Bah, moi, j'avoue que autant le move pour Trae Young, j'ai trouvé assez intéressant, parce qu'en plus, Trae Young, on sait qu'historiquement, ça marche plutôt bien avec des bigs qui peuvent très bien rouler au cercle comme Alexa. J'avoue que le move pour Anthony Davis, je l'ai pas trop compris. Euh, Évidemment, Anthony Davis est un joueur, quand il est en santé, qui est incroyable. Ça, je pense qu'il y a aucun débat là-dessus. Mais là où je l'ai pas trop compris, c'est que je me dis, quitte à lâcher, parce que je sais plus, mais il lâche quand même quelques pics dans l'histoire. Je me dis, quitte à lâcher des pics, enfin, est-ce que c'était pas plus intéressant d'aller chercher un joueur un peu plus jeune parce que là, en fait, ok, Anthony Davis, il va t'élever effectivement ton plancher, potentiellement ton plafond, mais pour combien de temps? Enfin, je veux dire, Davis, je sais pas, il doit avoir quoi? Il doit avoir 32 ans, un truc comme ça. Et avec son historique de blessures, le profil physique qu'il a, il y a quand même peu de chances qu'il joue jusqu'à 40 ans. Ouais, j'avoue que j'ai pas trop compris le move et pourquoi ils ont, bah, quitte à lâcher du pic, ou même quitte à lâcher un pic en plus, est-ce qu'il n'y avait pas une cible un peu plus, c'est pas tant le fit, moi, qui me gêne, parce qu'en vrai, enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment d'histoire de fit. Pour moi, tu peux faire jouer à peu près, ouais, j'exagère, mais tu peux faire jouer quasiment n'importe quel joueur ensemble, tant que tu as les bons systèmes offensifs et défensifs. Mais c'est plus ouais, au niveau de la timeline et ouais, et l'intérêt d'ajouter un joueur avec cette historique de blessure et cet âge là tout de suite maintenant, quoi. Bah après, je pense vraiment que c'est une histoire d'opportunité et qui tente le coup parce que il ne leur coûte pas grand-chose. Parce que les pics dont tu parles, il y a le 2026 que les Wizards avaient du Thunder, donc autant dire que il y a quand même 90% de chances que ce soit un pic 30. Et le deuxième pic, je crois que c'est un pic des Warriors 2030, mais qu'il est protégé de ouf. Ça doit être genre une protection 1-20, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, en fait, il lâche 2 first, mais qui ont pas une valeur de ouf. Et puis surtout, bah, Davis est dispo, quoi. Ouais, mais faut voir, enfin, faut voir après le 2030, souvent, tu sais, quand il y a des protections, alors faut voir la protection exacte, mais souvent, quand tu as des protections, si la protection n'est pas appliquée, enfin, si la protection justement est appliquée, donc imaginons qu'il est protégé de 1,20, entre 1 et 20, si le pic des Warriors tombe effectivement entre 1 et 20, donc il reste aux Warriors, est-ce que ça veut dire que juste ils n'ont pas le pic? Ou est-ce que ça veut dire que souvent tu as le truc de si la protection est appliquée, du coup Dallas récupère un pic de l'année suivante ou l'année d'après ou un truc comme ça. Des fois il y a des histoires comme ça, donc il faudrait voir la protection, le détail de la protection. J'ai Mm, pas le mm. détail de la Ouais, non, protection exacte en je tête. l'ai pas non plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour avoir écouté l'épisode de Howdy Mavs, ils étaient pas du tout contents du retour. Donc, je pense que ce pic, il a pas beaucoup de valeur de Ouais. toute façon. Euh, Bah, en fait, moi, c'est comme dit, moi, juste pour finir dessus, en fait, j'ai pas de problème avec le fait de lâcher des pics pour récupérer un bon joueur, parce qu'au bout d'un moment, les pics, ça reste des pics, ça reste du mm, hasard, enfin, du hasard, pas totalement du hasard, hein, puis, bon, il y a une équipe de scouts qui travaille derrière, mais il y a quand même une partie de loterie dans la draft. Quand bien même tu fais du bon scouting, encore faut-il que le joueur que tu vises soit disponible. Et quand bien même il est disponible, il y a tellement de facteurs, chance, blessure, environnement, etc., qui rentrent en jeu que il n'y a rien qui t'assure de la réussite de ton pick. Alors que le joueur que tu peux récupérer en échange, ah, normalement, lui, t'es, je vais pas dire quasiment assuré, mm. parce que souvent il y a un temps d'adaptation, etc., mais tu as quand même plus de certitude sur le joueur que tu récupères, parce que souvent c'est un joueur qui est déjà établi en NBA, etc. Donc c'est pas tant le fait de lâcher des pics, moi je trouve ça bien, et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit pour le Jazz, je trouve ça bien que des équipes qui sont
notamment dans un peu un cercle vicieux de tanking, qui ont du mal un peu à s'en sortir, se disent, bon, là maintenant, voilà, on essaie de récupérer un joueur compétent, quitte à lâcher des assets. Moi, je trouve ça très positif et j'aime beaucoup cette manière de penser, d'être un peu agressif. Mais c'est plus le joueur en lui-même. Le fait pourquoi Davis et pas un autre joueur. Alors j'ai pas d'autres noms en tête. Après, je suppose qu'ils ont fait Davis parce que ils ont pas pu faire autre chose non plus. Mhm. Mais voilà, c'est plus le fait de l'avoir fait pour Davis qui me gêne plutôt que le fait de l'avoir fait tout court. Ouais, je comprends. Hugo, tu as un avis sur la question? Moi, pour le coup, j'adore le move. Parce que, en fait, finalement, il lâche rien. Donc, il lâche aucun joueur qui était vraiment prometteur ou vraiment dans les plans. Parce que Chris Middleton, voilà. Enfin, Ouais, bah, ils sont c'est. même limite contents de s'en débarrasser de Chris Voilà, Middleton, c'est certainement. c'est un joueur qui est juste fini pour le basket, on va pas se mentir. Ils gardent en fait tous leurs joueurs prometteurs et en fait les pics qu'ils lâchent, c'est pas les leurs. Donc non, franchement, j'ai adoré ce move et idem pour le move de Trae Young au final. Hein. Il lâche pas grand chose pour récupérer Trae Young. Alors certes, c'est un peu des stars vieillissantes ou un petit peu sur le déclin, mais je trouve que il fallait tenter un truc. De toute façon, là, ils sont clairement en train de tanker comme des, bah, comme des malades. Hein. J'ai encore regardé leur match. C'était samedi, je crois. Je sais pas, ouais, samedi soir contre Brooklyn. Je crois qu'à la mi-temps, ils perdent de 30 points et bon, ils reviennent un petit peu sur la fin parce que les deux équipes agitent le drapeau blanc assez rapidement. Mais voilà, ils sont clairement dans un mode tanking assumé. Je crois qu'ils ont fait revenir Sharif Cooper qui rejoue un petit peu alors que l'année dernière, il était en Betclic Elite. Donc voilà, il n'était pas bon en Betclic Elite. En Betclic Elite, pardon, il était à Dijon l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Non, l'année dernière. Donc non, franchement, ils sont en mode tanking. Donc au final, ils ont récupéré Davis et Young contre pas grand chose. Ils ont des jeunes prometteurs, donc pour finalement essayer de créer un corps intéressant. Ils ont un bon coach aussi. Donc non, moi j'aime plutôt bien ce move et je pense qu'il se place assez sympathiquement pour l'année prochaine. Ouais, l'ironie ultime, ce serait que ces deux équipes qui tankent depuis tout ce temps et qui n'ont jamais réussi à avoir un pic sympa, maintenant que le Jazz a récupéré Jaren Jackson Jr. et que les Wizards ont récupéré Trae Young et Anthony Davis, si on a les deux équipes dans le top 3 à la prochaine loterie, ce sera quand même très drôle. Mais bon, j'ai du mal à y croire. Je fais pas partie des complotistes, mais c'est vrai que le hasard de la loterie, il est quand même assez étrange. Bon, ben on va enchaîner. Je vous propose de dire un petit mot sur nos anciens joueurs donc qui sont partis. Josh Minot qui s'en va aux Nets. Alors bon, les Nets se sont retrouvés, parce que j'ai suivi le truc avec pas mal d'attention à l'instant T. Les Nets se sont retrouvés à un moment avec 17 contrats avant la fin de la deadline. Et Josh Maynot ne fait pas partie de ceux qui ont été coupés, donc ça veut dire qu'ils ont décidé de le garder. Ça peut être, vu les choses quand même assez intéressantes qu'il a pu montrer chez nous, il peut peut-être avoir une chance de faire un petit quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, Bah, ouais, visiblement, vas-y, Hugo. il est dans le roster, visiblement, Mhm. Maynot. Et bon, il n'a pas encore joué, je crois, mais visiblement, de ce que disait Stevens, c'est une franchise qui, en tout cas, avait envie de travailler avec lui. Bon, on verra. Hein. Je pense que faut pas s'attendre non plus à ce qu'il joue 30 minutes par match, mais s'il peut gratter quelques minutes, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Je pense que ce qui est intéressant chez Minot, contrairement à d'autres joueurs dont on s'est débarrassé à la trade deadline, et c'est potentiellement ce qui a dû intéresser les Nets, c'est qu'il me semble de mémoire à vérifier, mais il avait signé un contrat de 2 ans, un contrat minimum de 2 ans cet été. Donc ce qui fait que tu es assuré de l'avoir l'année prochaine sur un tout petit contrat. Ah bah voilà, Hugo précise, c'est un 1+1 et il me semble que c'était une team option.
Donc ça veut dire que les Nets sont assurés enfin, ont le pouvoir décisionnel en fait sur son contrat la saison prochaine. Et si sur les fins de saison il montre deux trois trucs intéressants comme il a montré chez les Celtics en début de saison, ils peuvent très bien se dire bah on active l'option, ça nous fait potentiellement un joueur de rotation convenable sur un tout petit contrat et qui en fait bah à tout moment si on voit qu'il bouche le développement de un de nos jeunes, en fait on n'aura pas de difficulté à le mettre sur le banc parce que ça reste un contrat minimum. Donc en fait la récompense potentielle est pas énorme mais le risque est quasiment nul en fait donc ça coûte rien. Ouais. Effectivement, j'ai vérifié entre-temps, c'est bien une team option la saison prochaine. Ensuite, donc, il y a Xavier Tillman qui a fait ses valises et qui part du côté de Charlotte. Un move qu'on a eu quelques minutes après la fin de la deadline. Enfin, moi, j'avais limite coupé et puis on a vu passer la notif bien plus tard. Pareil, je me demandais s'il allait être conservé parce que les Hornets avaient aussi trop de contrats et ils l'ont gardé. Bon, c'est pas spécialement étonnant parce qu'ils ont viré Mason Plumlee au milieu du tumulte. Donc voilà, tu te retrouves avec le rookie Kalkbrenner et Moussa Diabaté, qui étaient donc les deux seuls vrais intérieurs à Charlotte. Il garde Tillman, qui pourra sûrement avoir un rôle de troisième pivot et encadrer un petit peu tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est un joueur pour qui j'avais pas mal d'affection, même si c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu sur le parquet chez nous. Enfin voilà, je trouve ça chouette qu'il ait un point de chute, quoi. Je pense que c'est un bon gadget player, mais enfin, ouais, c'est un bon joueur gadget. Je pense juste qu'il y avait un problème de fit avec le jeu de Mazzula, tout simplement. Et bah, d'ailleurs, on l'a vu pendant les finales NBA en 2024, où finalement Mazzula l'a un peu utilisé par séquence et ça pouvait être intéressant. Moi, je reste persuadé que c'est un joueur qui peut avoir son utilité dans un système qui lui scie un peu plus. Mais voilà, enfin, moi, j'ai pas d'animosité particulière envers lui. C'est un joueur que j'aime bien et je pense qu'il peut réussir dans un bon contexte. Enfin, dans un meilleur contexte pour lui, en tout Ouais, pour ma part, je trouve que c'est un joueur assez moyen. Moi, je vais faire une petite dédicace à Pierre, hein, qu'on salue. Mais je pense qu'à Boston, et c'est aussi ce qu'il aura à Charlotte, il aura un peu un rôle à la Semio Gelé, hashtag prof de fitness. Pierre, si tu nous écoutes, je sais que tu auras le sourire en disant ça. Mais je pense que voilà, il est là pour m'entourer. Pour m'entourer. Il prendra 2 minutes dans du garbage time et c'est tout. Enfin, il est de ce qu'on comprend, notamment des articles qui ont été écrits autour de son cas, ça va être un bon gars qui est plutôt là pour. Enfin, c'est un bon coéquipier en fait. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'il part à Charlotte parce que évidemment Charlotte, voilà, c'est Charles Lee et c'est une grande partie du staff qui était auparavant à Boston. Donc ils connaissent aussi son apport entre guillemets humain et c'est pour ça qu'ils ont pris Tillman. Ok, ok. Et donc, j'allais dire le dernier non, parce qu'il y a quand même le plus gros morceau dont on parlera ensuite, mais le dernier petit départ, on va dire, c'est donc Chris Boucher. Chris Boucher qu'on a très peu vu. Il y avait eu une espèce de rumeur en début de saison, au moment où on le signe, qui disait qu'on lui avait promis le poste 4 titulaire. On en a déjà parlé dans dans un précédent épisode, je m'en souviens. Euh, J'imagine que vous n'avez pas grand-chose à dire puisqu'on l'a presque pas vu. Bon bah voilà, il s'en va, il part au Jazz, il est coupé dans la foulée et, et il paraît qu'il y a des équipes qui seraient intéressées. Bon, je demande à voir, mais a priori rien de plus. Hein. Hugo, on est bon pour toi? Le, Ah, le vas-y. seul truc, moi, que je peux dire, c'est que je pense que et c'est même pas sur le joueur, c'est que je pense en vrai que c'est un bon coup de main de tonton Dany. Parce qu'on en reparlera peut-être un peu plus longuement quand on abordera le trade de Vucevic. Mais les Celtics, enfin Brad Stevens l'a dit d'ailleurs en conférence de presse après, ont saisi l'opportunité de pouvoir repasser sous la luxury tax, ce qui permet de remettre à zéro en partie la repeater tax. Et du coup, vu que c'est arrivé en plus en fin de deadline, les Celtics, après le trade pour Vucevic,
ils avaient, je crois, si je me souviens bien, ils étaient 6,1 millions au-dessus de la luxury tax. Donc il fallait qu'ils se débarrassent de un peu plus de 6 millions. Et c'est là où on a vu du Tillman envoyé à Charlotte, du Minot envoyé au Nets, tout ça en échange de rien évidemment, parce que le but c'était pas, enfin c'était de prendre zéro contrat en échange. Et le petit boucher échangé au Jazz, voilà, c'était juste pour dire que pour moi c'est un gros, c'est un petit coup de main de tonton Danny pour nous remercier pour service rendu, etc. Voilà, merci Danny d'avoir accepté de le prendre voilà, pour permettre aux Celtics de repasser sous la luxury tax. Alors, après, Danny récupère un tour de draft dans l'histoire, si ma mémoire est bonne. Donc, bon, c'est un coup de main, mais il prend quand même Ah, avec des intérêts évidemment. Ouais, voilà, et avec ses petits. Ça reste Danny Ainge. Voilà, Rien n'est avec ses gratuit. petits intérêts. Voilà, rien n'est gratuit, sauf Josh Minot, visiblement. Josh Minot, de mémoire, c'est gratuit, bref. Non, moi, Chris Boucher, je pense que c'est un profil qui va quand même attirer des prétendants au titre. Parce que ça reste quand même un profil de big assez longiligne, potentiel. Alors je dis bien potentiel, hein, c'était le cas il y a 5 ans, maintenant un petit peu moins, mais rim runner dans le profil. Donc je pense que sur son nom et sur le profil, il y a certaines équipes qui vont potentiellement être intéressées. Je pense par exemple à... Je vois bien une franchise comme les Sixers lui proposer quelque chose, ou des franchises un petit peu où c'est un petit peu la galère à l'intérieur, type les Suns aussi, ce genre de franchise-là, essayer de proposer un petit contrat parce que évidemment ça coûte moins cher de le récupérer comme ça au prorata sur une fin de saison que d'absorber son contrat. Donc pour ces franchises-là, je comprendrais l'intérêt. Ok, ok. Bah écoute, on lui souhaite, hein, parce que après tout, on n'a rien contre lui, mais c'est vrai qu'il nous a pas apporté grand-chose. Le dernier départ, donc le plus important, bien sûr, hein, c'est celui d'Anthony Simons. Hugo, je vais te lancer là-dessus parce que je sais on en a pas mal parlé en off, même si il était quand même assez évident que l'idée, ça a toujours plus ou moins été, à un moment ou à un autre, d'échanger Simons contre un big. Bon, on en reparlera un petit peu plus précisément quand on abordera la partie Vucevic. Mais toi, je sais que t'étais pas chaud pour le trader à n'importe quel prix. Là, du coup, je sais, petit spoiler, que t'es pas super chaud pour le trade qui a eu lieu et on aura l'occasion d'en reparler. Mais sur le côté purement la perte d'Anthony Simons, dis-nous un petit peu comment tu ressens ça. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le dire dans le podcast, mais Anthony Simons, c'est un de mes joueurs préférés en NBA en fait depuis l'époque Portland. Parce que je trouve ce garçon a tout en fait. Alors, il n'avait pas la défense, mais surtout parce que bon, qui a envie de défendre à Portland en fait, la question elle est là. Si ce n'est ce bon Toumani Camara qui est plutôt bon, mais bref. Donc non, Simmons, c'est un joueur que j'adore et je trouve qu'il avait super bien pris ses marques à Boston. Alors un début très difficile, franchement. Le premier mois, j'ai cru qu'on allait le trader assez rapidement parce que ça fitait pas du tout. Et après, il y a eu ce road trip à l'ouest où finalement il s'est mis dedans et il a fait un road trip assez incroyable. Et ça coïncide entre guillemets avec la remise en forme de notre équipe, si je puis dire, hein, parce qu'on a commencé à enchaîner les victoires et à passer d'un statut de potentiel qualifié au play-in à vrai, je vais pas dire contender à l'Est, mais un vrai team qui compte dans la conférence, on va dire. Et je trouve que Simmons y est pour beaucoup. Parce que, outre, je reviendrai plus tard, hein, mais outre Jaylen Brown qui fait une très grosse saison, je trouve que en fait, Simmons c'était le seul qui était capable, avec Pritchard par moment, mais plus par séquence et par mismatch, de se créer son shoot. Et malheureusement, on y reviendra aujourd'hui, ça crée un énorme vide chez les Celtics. Donc je pense que, alors je comprends l'idée, je sais que le projet c'était de faire une location entre guillemets de Simmons pour exfiltrer Jrue Holiday, etc., etc. Mais malheureusement, je trouve que Simmons, de par ses très bons mois à Boston, aurait pu, comment dire, enfin,
obtenir le droit de jouer avec Tatum et Brown l'année prochaine. Mais bon, je comprends financièrement l'idée. Je sais que c'était le projet initial. Maintenant, je suis quand même assez déçu parce que franchement, il a été excellent à Boston et j'ai qu'une seule envie dans le futur, c'est qu'il revienne. Vous, c'est Marcus Smart, moi, c'est Anthony Simmons. Ah ouais, bah tu vois, je j'étais pas au courant que tu avais cette affection particulière pour ce joueur. Titouan, qu'est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, bah moi je suis un peu moins haut que Hugo sur Anthony Simons, même si effectivement offensivement il y a quand même quelques matchs bah oui, enfin où il a vraiment montré, enfin oui globalement il fait un bon passage chez nous. Défensivement je trouvais que c'était quand même un peu plus compliqué, mais de toute façon au-delà du sportif, et je pense qu'on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais au-delà du sportif je pense que le move est clairement financier pour plusieurs raisons qu'on va détailler, mais ouais, je pense qu'en fait le profil était assez similaire à celui de Pritchard dans pas mal d'aspects, et du coup je pense que ouais, cette raison-là plus le côté financier font que les Celtics ont pas eu trop de mal à l'échanger. Et c'est Vincent qui aime dire ça, enfin qui aime dire ça, et qui l'avait souligné depuis le début, c'est qu'en fait ça se voyait de toute façon quand Fernie Simon savait pas faire de vieux os à Boston, dans le sens où enfin, en tout cas, il y a eu toute la communication autour de son arrivée Hmm. était quand même assez timide, on va dire. Enfin, on n'a pas eu de grosses photos avec le maillot, de grosses déclats, de grosses interviews et tout ça, relayées par tous les médias de Boston et tout. Enfin, vraiment, ça s'est fait un peu dans l'ombre, j'ai l'impression. Personne n'en a parlé. C'est bon, bah, voilà le nouveau joueur, mais j'ai l'impression qu'on parlait d'un two-way contract en fait qui venait de signer à Boston. Donc ouais, tout ça montrait que, bah, enfin, du moins donner l'impression que même au sein de la franchise, les Celtics étaient là, bon, oui, ok, bienvenue, mais t'installes pas trop, te mets pas trop confortable parce que dans 5 mois, t'es plus là, quoi. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'il n'y a pas eu de grosse surprise sur le trade. Ça faisait longtemps qu'on savait qu'Anthony Hmm. Simons allait être tradé. C'est plus la personne contre laquelle il a été tradé qui était peut-être un peu plus surprenante. Eh ben, on va en parler justement. Dernier petit point, juste avant d'en parler. Il y avait une espèce de shortlist qu'on a pas mal entendu circuler de pivots qui seraient particulièrement intéressants donc à échanger contre Anthony Simons. Alors on a entendu le nom de Miles Turner, on a entendu le nom de Nick Claxton qui n'ont pas bougé, ni l'un ni l'autre. Et puis on avait entendu le nom d'Ivica Zubac. Et il a été dit assez rapidement qu'il ne bougerait pas non plus parce que bon, bah, du coup on en a parlé, mais les Clippers se remettaient à bien fonctionner, etc. Donc bien évidemment que ce qui a changé tout ça, c'est peut-être le trade de Harden, mais finalement, Zubac est parti aux Pacers contre deux premiers tours de draft et Bénédicte Mathurin. Donc on peut imaginer peut-être que les Clippers auraient pu être intéressés à la place de prendre Mathurin, ils auraient pu être intéressés par le fait de prendre Simons, mais il aurait visiblement fallu lâcher deux premiers tours de draft. Est-ce que c'est une déception? Est-ce que c'est quelque chose enfin, je sais pas. Moi, c'est vrai que sur le moment, quand j'ai vu que Zubac partait, ça m'a fait un coup. Je me suis dit, merde, on croyait qu'il partirait pas et j'aurais bien aimé qu'il vienne chez nous. Après, c'est vrai que les deux firsts, c'est peut-être un peu lourd. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Titouan? Ouais, moi je pense que c'est le prix en fait quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, en vrai, je suis content que les Celtics l'aient pas fait. Je trouve que Zubac est un super joueur, c'est un super défenseur. Son passing est super intéressant et voilà, bon, on le répète sans cesse, mais à quel point le passing chez un big est ultra important dans la NBA actuelle. Mais je pense que, enfin, les deux choses qui me font dire que finalement c'est peut-être pas plus mal que les Celtics l'aient pas fait. C'est le prix, effectivement, euh, et le fit avec le jeu de Mazzula, où finalement je pense que, alors le fit aurait pu être intéressant, mais je pense que il y a d'autres joueurs parmi tous les bigs que tu as cités, du moins toutes les rumeurs, alors je ne sais pas à quel point elles étaient vraies, mais toutes les rumeurs qu'on a vues, il y a eu du Jared Jackson Jr., ça a parlé de Miles Turner, etc., enfin tu l'as dit, je pense que tu as typiquement un Miles Turner.
je pense qu'à mon avis, c'est un moins bon joueur que Zubac sur pas mal d'aspects assez intéressants de Zubac, mais je pense que le fit était plus intéressant enfin, pour le jeu de Mazzulla, qui est un jeu qui défensivement aime beaucoup jouer avec un intérieur en roamer et offensivement qui aime beaucoup avoir un intérieur qui puisse spacer le terrain, shooter à 3 points. Et pour le coup, Miles Turner a ce côté roaming, même si c'est pas exceptionnel, il a ce côté roaming plus shoot à 3 points. Là où Zubac, bah, ça va plus être un défenseur de drop, euh, plutôt intéressant et offensivement, alors tu as le côté passing qui peut t'apporter du spacing, mais t'as pas le côté spacing via le shoot. Donc ouais, je trouve que fit avec Mazzulla où j'étais un peu incertain, plus le prix que les Pacers ont dû payer, qui me font dire que finalement c'est peut-être pas plus mal qu'on n'ait pas fait ce move-là. Hmm. Hugo, bon, je sais que pour toi c'est pas une déception vu que tu me l'as clairement dit, donc si tu veux rajouter quelque chose. Alors je suis d'accord avec les deux interrogations de Titouan. Moi, c'est même pas que c'est pas une déception, un soulagement en fait de ne pas avoir fait ce deal parce que le prix payé pour moi, c'est du. Alors, je vais pas dire que c'est du suicide, mais pas loin. Franchement, ce que font les Pacers, c'est un risque considérable pour un joueur qui est un bon joueur, attention, mais je pense pas que c'est un joueur qui vaille autant. Je pense que les Clippers ont été hyper intelligents de transférer maintenant parce que, mine de rien, c'est quand même un joueur qui, je pense, va pâtir du départ d'Arden. Parce qu'à la création, Carrément. franchement, il aidait énormément voilà, à scorer sur des petites passes à l'intérieur, etc. Donc, ses stats, etc., allaient en pâtir. Après, bon, ça restera toujours le défenseur qu'il est, etc. Donc, non, franchement, moi, je suis vraiment pas déçu de ne pas avoir fait ce move. Je préfère limite Vucevic dans l'apport potentiel parce que au moins offensivement, je sais que ça va être super. Bon, défensivement, j'ai plus de réserves et au global, j'aime pas du tout le trade. Mais je sais qu'il y a un fit qui est évident, une utilisation qui sera évidente et qui pourra être intéressante et vraiment bonne. Maintenant, si on avait fait Zubac pour Simmons et deux premiers tours ou je ne sais quoi, là vraiment, je serais pas revenu dans ce podcast et je pense que revendu entre guillemets mon League Pass à jamais. Ah oui, Tu vois, carrément. typiquement, c'est le genre de truc où je me dis, pour reparler des Pacers, alors j'ai pas en tête l'historique des pics disponibles des Pacers, mais quand tu vois que tu as un Jaren Jackson Jr. qui est parti pour 3 pics, bon, et 2-3 jeunes assez intéressants quand même, je me dis, t'es les Pacers, quitte à ce que, si vraiment tu trouves que Jay Huff, qui je trouve est un très bon joueur, mais tu penses que voilà, il a pas forcément les épaules pour être ton pivot titulaire, en vrai, est-ce que bah tu vas pas chercher justement un Jaren Jackson Jr., tu vois, quitte à lâcher des pics, bah en vrai, t'en donnes un de plus et t'as un pivot, enfin du moins un intérieur qui fit beaucoup plus avec le quand Haliburton va revenir, qui en plus colle un peu avec un profil un peu plus similaire, je mets des guillemets, vous le voyez pas, mais qui a un profil un peu plus similaire à ce que les Pacers avaient avec Miles Turner. Et je me dis, en vrai, bah, si vraiment tu veux jouer le all-in pour le retour de Haliburton, bah, quitte à lâcher des pics, lâche-en un de plus, et tu récupères un Jaren Jackson Jr. qui en plus peut jouer à côté de Jay Huff, qui peut jouer à côté de Siakam, qui peut jouer tout seul sur des séquences en 5. Enfin, ouais, je trouve que là-dessus, c'était limite un peu petit bras, et ça faisait un peu genre, bon, on a fait le move parce qu'il fallait faire le move, mais potentiellement, ouais, ça peut coûter cher, à voir ce que vont donner les pics plus tard, mais ouais, c'est un trade qui peut potentiellement coûter cher. Pour, pour te répondre, Titouan, l'explication elle est assez simple, hein. En fait, il faut revenir à l'été dernier, hein. Les Pacers n'ont pas voulu donner les 25, voire plus millions à Miles Turner, en trouvant que c'était trop cher pour un intérieur et que Haliburton pourrait, entre guillemets, sublimer un intérieur qui paierait plus cher. Ils ont essayé JF, bon ça marche, mais c'est pas. Bon, après Haliburton n'est pas là, hein. Ça, c'est un bon joueur, comme tu l'as dit, mais bon, c'est pas le profil non plus idéal. Ils se sont dit, bah écoute, là il y a Zubac qui a un contrat en or massif parce qu'il touche pas énormément pour le joueur que c'est. On sait que ça va fonctionner avec Haliburton. Bon, même si évidemment
moi je suis très, comment dire, je pense que ça va marcher, mais c'est pas non plus Miles Turner dans le profil, donc attention. Et ils se sont dit, bon, bah voilà, on a notre pivot pardon, pour 10 millions de moins que ce qu'on. Enfin, 10 millions par rapport au contrat que touche Miles Turner actuellement. Donc, entre guillemets, on est gagnant. Le problème, c'est que tu as sacrifié quand même deux tours de draft dans l'affaire. Et pour répondre à ta question sur Jaren Jackson, en fait, bah, c'était pas faisable en l'état. En fait, c'est trop compliqué à monter dans la saison. Parce que globalement, si tu regardes Ouais, au niveau des contrats, ouais, si tu regardes on la, aurait dû envoyer en fait, Siakam, je si pense. tu regardes la payroll des Pacers, globalement, tu as deux joueurs qui prennent 45 millions. Et après, t'as une ribambelle de contrats médians. Et en fait, bah, ça aurait été jouable largement à l'intersaison. Le problème, c'est que je pense que Memphis ne voulait pas vendre à l'intersaison. Et bah, les Pacers, voilà, je, je pense qu'ils ont dû essayer. Hein, mais Memphis, voilà, on a bien compris que c'était maintenant ou jamais. C'était maintenant qu'ils voulaient activer le mode rebuild et compagnie. Bon, même s'ils n'ont pas trade de Ja Morant. Mais voilà, donc je pense que c'est trop compliqué à monter en saison. Et ça aurait été largement faisable à l'été, mais je pense qu'une des deux équipes n'a pas voulu attendre. Ouais, sans compter effectivement le salaire de Jaren Jackson Jr. qui à partir de la saison prochaine va être une toute autre histoire. Bon, bah, on va passer au gros morceau, hein, j'ai envie de dire, l'arrivée principale chez nous, qui est donc celle de Nikola Vucevic. On l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais on va s'y atteler complètement maintenant. Hugo, je vais te lancer là-dessus avant de parler d'un aspect qui va être peut-être un petit peu plus intéressant au niveau du contrat et de ce qui pourrait se passer dans le futur. Bon, bah maintenant, Vucevic, il est là pour la fin de saison. Tu nous disais en off que tu as eu l'occasion de le voir pas mal jouer cette saison. Donc, bah, s'il y a certains de nos auditeurs, certaines de nos auditrices qui n'ont pas regardé les Bulls ces 2 dernières années, explique-nous un petit peu ce qu'on reçoit avec Nikola Vucevic. Alors en effet, j'ai eu l'occasion de les voir jouer. On a joué à des salles de prof où on est entre fans de basket. Hein, voilà. Ça se met des matchs sur les heures de trou, entre guillemets. Du coup, j'ai un collègue qui est fan des Bulls. Donc j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois les Bulls cette année. Dont les matchs où jouait donc, ce bon vieux Vucevic. Et bon vieux, je pense que la description est entre guillemets parfaite parce que voilà, on va pas se mentir, il fait son âge. Offensivement, c'est un très bon joueur, très intelligent, etc. Capable de faire à peu près tout ce qu'on va lui demander. C'est un excellent poseur d'écran. Ça, c'est, je pense, sa qualité première des intérieurs dans le système Mazzula. Je vous renvoie d'ailleurs à la très très bonne vidéo de notre ami Azad avec le Dreamcast là-dessus. Hein, la pose d'écran, c'est la qualité première limite dans le système Mazzula. Mais donc Vucevic est capable de faire ça. Le problème, c'est la défense. La défense de l'ami Vucevic, c'est un tractopelle, hein, vraiment. Les moves latéraux, c'est très très compliqué. Et globalement, il n'a pas un QI défensif vraiment très développé. En fait, c'est simple. Hein. Je trouvais déjà Horford cramé sur la fin. Genre vraiment, moi, quand il a pas signé l'été dernier, ça m'a rien fait du tout. Bien au contraire. Mais en voyant Vucevic, alors offensivement, c'est un peu Horford 2.0. Bon, il est meilleur quand même. Il est moins cramé offensivement. Le problème, c'est que c'est Horford, bon, en version un peu moins cramé, mais cramé quand même. Mais surtout en défense, c'est un joueur de Détroit, quoi. Genre vraiment. Et pas des Détroit Pistons, c'est un départemental 3. Hein. C'est vraiment. Non, mais j'ai même pas fait exprès le jeu de mots, mais non, franchement, c'est très très compliqué. C'est très compliqué défensivement. Titouan en parlera mieux que moi, mais non, ça va être très compliqué de le cacher. Après, offensivement, encore une fois, ça va être très bien. Ça va être une sorte de hub capable de passer, de faire des écrans, tout ce que vous voulez. Il l'a fait à Chicago. Bon, à Chicago, évidemment, il scorait, etc. Il avait un impact, enfin, il avait zéro impact dans une franchise qui perdait beaucoup. Bah là, malheureusement, il va devoir avoir un impact dans une franchise qui entre guillemets, joue quelque chose. Donc, c'est là où je suis très sceptique sur ce move. Et moi, surtout, ce qui me pose plus problème, on y reviendra, c'est de lâcher Simmons et tout ce qui va avec, notamment sur les guard play, pour ce profil-là.
Euh, ok. Avant de détailler donc les éventuelles possibilités futures, Titouan, sur le joueur en lui-même, t'as quelque chose à ajouter? Non, bah Hugo a été relativement complet. C'est vrai que enfin, c'est un joueur qu'on connaît quand même depuis le temps en NBA. Effectivement, je pense que les écrans vont pouvoir, enfin, sa pose d'écran, on pourra lui donner des cartouches. Euh, enfin du temps de jeu quoi, avec Mazzulla. Je pense que son shoot, même si c'est pas un aussi bon shooter que ce que les gens veulent nous faire croire, dans le sens où j'ai l'impression que Vucevic depuis 10 ans on dit que ouais mais c'est un poste 5 qui stretch. Ben en fait historiquement si on regarde les stats historiquement c'est pas un si bon shooter que ça, hein. À 3 points, je crois que j'avais vérifié, je peux vous dire ça tout de suite. Mais sur du coup, il a sa 15e saison NBA. Sur ses 15 saisons NBA, il a shooté que 4 fois, 5 fois, 2, 4, 6 fois sur 15, donc même pas la moitié, au-dessus de la moyenne NBA. Sinon, il est constamment en dessous. Donc en fait, c'est historiquement pas un si bon shooter à 3 points que ça. Là où c'est positif, c'est que ses meilleures saisons à 3 points sont finalement les saisons récentes, quoi. Les 2-3 dernières saisons sont ses meilleures saisons et on sait que le shoot à 3 points, c'est quelque chose qui vient aussi, qui est lié à la mécanique, en fait, à la gestuelle et à force de répétition, etc. Et c'est assez souvent qu'on voit des joueurs qui deviennent de meilleurs shooters en vieillissant, en carrière. Donc je pense que plus ça va aller, plus Vucevic va avoir un shoot à 3 points fiable. Par contre, c'est pas le sniper qu'on veut nous faire croire depuis 10 ans. Mais ça peut être positif, ce côté bons écrans plus shooting. euh, et évidemment le passing. Mais comme Hugo l'a dit, il y a un côté un peu à l'Orford, toute proportion gardée évidemment, chez Vucevic, du moins dans le profil. Je compare pas les joueurs en eux-mêmes, à quel point ils sont forts, etc. les deux, mais on a une version un peu wish entre guillemets, mais au moins dans le profil un peu voilà à l'Orford et qui du coup peut fitter avec ce que Mazzulla veut faire. Donc voilà, donc sur le joueur, c'est vraiment les qualités, c'est pour moi c'est écran, passe et shoot et un peu de rebond offensif aussi qui peut être intéressant dans une saison où on voit que Mazzulla veut jouer beaucoup la bataille des possessions. Donc ça peut être un truc assez positif aussi. Moi, la seule question que j'ai d'un point de vue sportif, c'est les quelques points, les quelques choses positives que Vucevic peut nous apporter, à quel point elles vont pas être annulées par tous les points qu'il va nous coûter défensivement. Et c'est là où j'ai un peu des réserves parce que t'as plus Porzingis en roamer à côté comme tu pouvais l'avoir avec Alorford. Surtout défensivement, Alorford était un bien meilleur joueur que Vucevic. T'as pas Tatum, on l'a vu là sur les deux matchs que Vucevic a joué à l'heure où on enregistre. Dès que Vucevic il est impliqué dans le pick and roll, en fait, enfin, c'est un shoot quasiment ouvert pour l'équipe adverse. Et quand en plus, et alors je veux pas lui casser du sucre sur le dos parce que c'est pas un épisode qui est dédié à lui et on va croire qu'on parle toujours en mal de lui à chaque épisode, mais quand en plus dans le pick and roll, celui qui défend le porteur de balle c'est Jalen Brown, autant dire que quand tu dois défendre un pick and roll avec Jalen Brown, le duo Jalen Brown Vucevic, c'est folklorique quand même, hein. Donc voilà, c'est ma petite crainte, c'est à quel point à quel point défensivement Vucevic va un peu annuler tous les points positifs qu'il peut apporter offensivement. Ok, bah merci. Avant de continuer justement sur les perspectives, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est peut-être l'aspect le plus cool de ce trade quelque part, même si du coup il pose d'autres questions. En fait, ce qui s'est passé, je ne sais pas si nos auditeurs, nos auditrices sont au courant, parce que c'est peut-être un peu passé sous les radars. Ça n'a pas été très exactement un échange Anthony Simons contre Nikola Vucevic. Ce qui s'est passé exactement, c'est qu'on a récupéré Nikola Vucevic contre rien, puisqu'on avait une trade player exception de 22 millions de dollars et que son contrat rentrait dedans. Et après ça,
On a envoyé Anthony Simons aux Bulls contre rien non plus. Donc là, il y en a peut-être qui vont se dire mais qu'est-ce que ça change? Ce que ça change justement, c'est ça. C'est que ça nous a permis de créer une nouvelle Trade Player Exception qui va être non seulement plus longue, puisque celle de 22 millions de dollars était sur le point de se terminer. Donc on l'a utilisée pour faire venir Vucevic. Et du coup, on en crée une nouvelle qui est un petit peu plus importante, puisque le salaire d'Anthony Simons était un petit peu supérieur à celui de Vucevic. Donc on a maintenant une Trade Player Exception de 27 millions de dollars, qui donc va être valable pendant un an. Alors, au-delà de l'intérêt tactique, ça ouvre tout simplement la possibilité à de nouvelles choses qui pourront se passer peut-être cet été ou d'ici la prochaine deadline. Donc ça, quoi qu'il arrive, c'est positif. Titouan, je suis pas sûr de maîtriser entièrement les aspects CBA, etc. On embrasse Elias au passage, il aurait pu être avec nous et nous expliquer tout ça un petit peu mieux, mais je suis sûr que si j'ai oublié quelque chose, tu vas compléter. Non, non, mais c'est ça. Enfin, sur le trade en lui-même, c'est ça. En gros, on avait une trade player exception de 22 millions suite au trade de Porzingis. Alors en fait, pour ceux qui savent pas, en fait, quand tu trades un joueur avec un certain contrat et qu'en échange tu ne récupères pas autant de contrats, tu récupères en échange une enveloppe qu'on appelle une trade player exception qui est de la valeur du contrat du joueur que tu as envoyé. Et donc là, en l'occurrence, Porzingis, donc ça faisait 22 millions. Et cette trade player exception, elle dure un an à partir de la date du trade que tu as fait. Et en fait, du coup, elle allait être, donc déjà, elle était que de 22 millions, enfin elle était de 22 millions, et surtout, elle allait périmer, entre guillemets, en début d'intersaison, au moment où on a trade Porzingis. Donc, enfin, je sais plus, c'était fin juin, je crois, un truc comme ça, enfin bref, en début d'intersaison. Euh, du coup, là, en faisant ce mécanisme, comme tu l'as très bien expliqué, hein, de récupérer Vucevic en échange de cette trade player exception, euh, ça te permet de l'utiliser déjà et de pas la perdre pour rien. Et surtout, ça te permet ensuite derrière de pouvoir, en fait, en faisant ça, du coup, Chicago récupère une trade, vu qu'ils envoient Vucevic contre rien, Chicago à leur tour récupère une trade player exception d'ailleurs, et surtout, nous, on peut envoyer, vu que Chicago a envoyé Vucevic, ils enlèvent les 21 millions dans le cap space, les 21 millions de Vucevic, ce qui leur permet d'avoir le cap pour ensuite récupérer les 27 millions de Simmons. Et du coup, nous, ça permet à Boston de récupérer une trade player exception de 27 millions, qui est du coup le contrat de Simmons, vu qu'on a envoyé Simmons contre rien, entre guillemets, à Chicago. L'intérêt de faire ça, c'est que du coup, tu as une trade player exception. Avant, tu avais une trade player exception de 22 millions. Là, elle monte à 27 millions. Et surtout, alors donc ça c'est le premier point positif, c'est que ta trade player exception gagne 5 millions de valeur. Donc c'est-à-dire que tu peux l'utiliser non plus contre un contrat de 22 millions, mais tu peux l'utiliser contre un contrat de 27 millions. Et là, on y reviendra après à quel point ces 5 millions peuvent faire la différence sur les cibles potentielles avec cette trade player exception. Et surtout, l'autre truc positif, c'est que du coup, elle est valable un an, cette trade player exception, à partir du trade Vucevic Anthony Simons, donc à partir du coup, de la trade deadline, là, donc février 2026. Donc elle est valable jusqu'en février 2027. Donc en fait, tu as rallongé la durée de ta trade player exception de 6 mois à peu près. Tu as rajouté 6 mois, donc tu as 6 mois de plus pour trouver euh, une cible potentielle pour cette trade player exception. Et en plus, tu as augmenté la valeur, ce qui permet d'élargir le champ des possibles sur les cibles qui peuvent t'intéresser. Ouais, et du coup, autant en parler tout de suite. Les cibles éventuelles, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être un Nick Claxton, ça peut être un Miles Turner. Et pour revenir aussi sur ce qu'on a dit tout à l'heure avec la bonne idée qu'on a eue de ne pas envoyer de first pick pour Ivica Zubac, du coup on les a toujours. Et si, par exemple, une équipe comme les Nets
est OK pour se débarrasser de Nick Claxton et qui nous demande gentiment de leur envoyer 2 first pick en échange, c'est quelque chose qu'on pourra tout à fait faire du coup. C'est ça. Et alors l'autre truc, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais vu que Vucevic était à 21 millions et qu'Anthony Samuels était à 27 millions, donc tu as 6 millions de différence, et ces 6 millions ont permis aussi aux Celtics de sortir, de sortir de la first apron, du premier Hmm. apron, et de se rapprocher de la luxury tax. Et, euh, et ensuite, on l'a dit avec les moves qui ont été de se séparer de Josh Minot, Chris Boucher et Xavier Tillman. En fait, tout ça, le cumul de tout ça de la trade deadline a permis aux Celtics de sortir de la luxury tax et donc de reset la taxe, la repeater tax, qui est en fait une taxe supplémentaire pour les équipes qui sont dans la taxe, si je dis pas de bêtises, c'est 4 années de suite ou Hmm. 3 années sur 5, je crois. Enfin, une histoire comme ça, il faudrait regarder exactement, mais c'est un truc comme ça. Et donc le fait de sortir te permet en fait de remettre un peu à zéro, ou du moins de te donner un peu plus de largesse au niveau des taxes et du coup de la construction future de ton roster. Euh, et là où c'est positif, je trouve, mais on en parlera peut-être à la fin quand on fera un bilan global de la deadline, mais là où c'est positif, c'est que du coup, tu as réussi à faire tout ça sans toucher euh, à des joueurs majeurs de ta rotation, à part Anthony Simons, mais que du coup, tu remplaces par un joueur qui devrait potentiellement rentrer dans la rotation. Donc voilà. Mais oui, effectivement, du coup, pour en revenir à la trade player exception et aux cibles potentielles, et après j'arrête mon tunnel, c'est que effectivement, tu as des cibles. Par exemple, tu as cité un Claxton, Nick Claxton. Par exemple, cette année, Nick Claxton, il est à 25 millions. L'année prochaine, il est à 23 millions. Ouais. La trade player exception, elle était de 22 millions, c'est-à-dire que celle qu'on avait avec Anthony Simons, enfin qu'on a échangé avec Hmm. Anthony Simons. Euh, Ça veut dire que si tu fais pas ce move pour Vucevic et cet échange, on va dire, de trade player exception, bah en fait, celle que tu as de 22 millions suite au trade de Porzingis, tu peux pas l'utiliser pour avoir Claxton parce que bah, Claxton il est à 23 millions et ta trade player exception était de 22. Je peux vérifier ça vite fait, mais je crois que c'est un peu le même mécanisme de réflexion, on va dire, pour Miles Turner, qui était, alors je vous dis Je ça te tout le de suite, dis, je l'ai mais sous les yeux qui là. avait un, Miles Turner, du coup voilà, j'ai pris les il a devants, il est à 25,3 cette saison et la saison prochaine il sera à 26,6, donc c'est pareil, il rentrera. Voilà, c'est ça. Donc même cet été, même si c'est en début de saison où il passe déjà sur le nouveau contrat, il rentrera dans les 27 millions de trade player exception. Donc tu peux potentiellement récupérer Miles Turner, ce qui n'aurait pas été possible avec la trade player exception de 22 millions que tu avais avant. Et effectivement, comme tu l'as dit, le fait de ne pas avoir balancé les pics sur un Ivica Zubac par exemple, bah en fait tu les as gardés pour potentiellement pouvoir les balancer sur un Miles Turner ou un Nick Claxton. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que du coup, vu que tu as la trade player exception, c'est-à-dire que t'as pas besoin, toi, de balancer de salaire. Mm, mm, mm. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est que là, les Celtics, ils ont leur roster qui est tel qu'il est. Euh, Ils vont pouvoir garder le même roster, alors moyennant les contrats finissants, mais on va dire le noyau dur de Pritchard, White, Tatum, Brown, etc. Et potentiellement rajouter à ce noyau dur un Miles Turner ou un Nick Claxton sans avoir à envoyer un contrat en échange qui aurait été bah, potentiellement, vu les salaires, ça aurait été du Nick Claxton, du Sam Hauser plus Pritchard plus Mm, mm, mm. je sais pas combien de role-players derrière, enfin, du Derrick White, enfin voilà, t'aurais envoyé des joueurs comme ça en échange. Donc ouais, c'est ça qui est Oui, parce positif. que ce qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que le contrat de Vucevic est finissant. Donc son salaire ne sera plus à prendre en compte la saison prochaine et que cette place-là sera du coup libérée. À moins qu'il décide de re-signer, mais s'il re-signe, il y a fort à parier que ce sera pour un contrat beaucoup plus petit Oui, je et pense ça n'empêchera pas pas loin du de... minimum Voilà, ou un c'est petit ça, peu plus. exactement. Ce sera juste pour dire, bon, t'es bien à Boston, t'es content d'être dans une équipe où tu joues enfin quelque chose, et pour les services rendus et pour ta carrière, tu peux rester chez nous, mais il va falloir revoir à la baisse le salaire bien comme il faut, et permettre donc d'aller chercher un Turner ou un Claxton, pourquoi pas. Hugo, ça fait très Parce longtemps... que pour le coup, Vas-y, vas-y. avant de donner la main à Hugo pour finir là-dessus,
effectivement, je pense que là où moi et visiblement Hugo aussi, on est un peu, enfin, moins chaud que certaines personnes sur l'arrivée de Vucevic, c'est en fait Vucevic plus son contrat et son rôle potentiel. Si maintenant alors là on fait de la fiction, hein, mais si maintenant t'as un Vucevic qui re-signe à un peu plus que le minimum vet, j'en sais rien, à du 5-7 Mm, millions mm. la saison, et que derrière avec la trade player exception tu vas chercher un Claxton ou un Turner, et que du coup tu as une rotation intérieure qui ressemble à Keta, Turner, Vucevic. Là, pour le coup, tu as trois profils différents, les trois avec des contrats qui sont plus qu'acceptables, enfin, qui sont même très bons. Là, pour le coup, ouais, là, tu as une rotation intérieure qui est très très intéressante. Allez Hugo, on t'a pas, pardon, on ne t'a pas entendu depuis un petit moment. On t'écoute. Bah écoutez, je vais commencer mon intervention parce qu'évidemment je suis bien moins optimiste que vous, hein, vous l'avez compris, sinon je serais pas, sinon on m'aurait pas invité en ce podcast, hein, donc je suis obligé de, voilà, de faire un petit peu retomber la température. J'ai un petit trivia pour vous messieurs, je vais vous faire une liste, vous allez me dire le point commun entre ces joueurs. Alors Kelly Oubre Jr., Evan Fournier, Juancho Hernan Gomez, Ok, je l'ai déjà. Josh Richardson et André Iguodala, mais André Iguodala quand il avait 38 ans. Alors, Titouan, je t'écoute. Je suppose que c'est tous les joueurs qui ont permis à leurs équipes d'obtenir des trade player exception qui, du coup, Alors, derrière n'ont Ouais. rien donné, non? C'est pas un truc comme ça. ce poste-là, en gros, c'est les derniers joueurs acquis via une TPE en NBA. Donc, Oui, ok, ouais. comme vous le voyez, bon, il n'y a pas des. Il n'y a Bon, rien l'idée était là, d'extraordinaire. évidemment. Comme vous le voyez, je te mets les points de raisonnement, évidemment. Voilà. Il n'y a pas de problème, on peut négocier, tu auras au-dessus de la moyenne, ne t'en fais pas. Bref, euh, tout ça pour dire que, en fait, les Tipeee, c'est souvent très bien sur le papier. Je me souviens du moment où Gordon Hayward est parti donc de notre franchise et on a récupéré la plus grosse Tipeee de l'histoire de NBA. Tout le monde s'est dit, waouh, mais c'est exceptionnel, etc. Résultat, on a fait une location de Evan Fournier pour 6 mois. C'était peut-être un des trades les plus mid de l'histoire de la franchise. Et derrière, on a récupéré Josh Richardson, bon, qui s'est révélé être un truc ok et qui au final nous a donné Derek White. Donc, on va dire que de ce point de vue-là, pourquoi pas. Mais en fait, les TPI, souvent, en fait, c'est bien sur le papier, mais on est souvent déçus. Donc, c'est pour ça que moi, je tiens à nuancer quand même ce propos. Et messieurs, voilà, je suis assez dubitatif sur le futur des Celtics, parce qu'en fait, comme l'a justement dit Titouan, en fait, il faut pour que tous nos moves de cette année soient vraiment valuable sur le long terme, ce qu'il faudrait, ce serait de reset entre guillemets cette taxpayer exception. Donc en gros, il faudrait ne pas payer la taxe. Enfin, il faudrait être dans une situation où on ne paye pas la taxe pendant 2 ans de suite. Donc en fait, si pour que tous les moves soient vraiment payants, il faudrait que l'année prochaine, on ne paye pas la taxe non plus. Alors, j'ai fait un scénario. Là, j'ai un scénario devant moi. Je peux vous le présenter si vous voulez, mais vous verrez que c'est pas aussi flamboyant que ce qu'on veut bien croire en fait. Parce que pour moi, si jamais vraiment on veut, alors il y a ce serpent de mer où en effet entre guillemets on réussirait à ajouter Claxton par exemple contre rien, mais en fait ça ferait que les moves de cette année servent à rien et donc on aurait lâché des seconds tours de draft par-ci par-là pour bon juste pour que le proprio paye un peu de moins de taxes pendant une année. Alors qu'en fait le mieux ce serait de ne pas payer la taxe l'année prochaine, comme ça on pourrait vraiment aligner les dollars pendant plusieurs saisons et qui correspondrait justement avec le prime des Jays. Donc en fait l'idéal, ce serait d'ajouter en effet Claxton, si vous voulez, sur un contrat qui ressemble à celui de Vucevic actuellement. Donc, comme Tito l'a dit, 23 millions l'année prochaine. Donc, ça ressemble à Vucevic. Et pour moi, en fait, il faudrait faire un choix. Donc, entre re-signer Vucevic, je suis bien moins optimiste que vous, les gars. Je pense qu'il ne demandera pas 5 ou 7 millions. Hein. Je pense que ce sera quand même plus. Ça sera autour, pour moi, de ce que demandait à Ford quand on l'a re-signé là, il y a quelques années. Pour moi, ce sera autour de 10-11 millions la saison. Donc pour moi, il faudra faire un choix, soit Vucevic, soit Sam Hauser. Il faudra faire un choix entre ces deux gars-là. Oui, mais dans ce On cas-là, pourra... on les lui donnera pas, tout simplement. Oui, ou si vous voulez, ou dans ce cas-là, on ne lui donne pas. Mais donc, il faut faire un choix entre Vucevic et Horford, quoi. En gros, ou Hauser, pardon. Mais il faut faire un choix entre les deux. On ne pourra pas, je pense, garder les deux.
Donc soit on garde Hauser, pas de problème, soit on Vucevic, merci, mais c'est une location de 6 mois. Et donc voilà. Mais au final, ce trade-là, il peut être très bien, en effet, dans le futur, mais il va falloir perdre des pics, accepter de perdre des pics l'été prochain, ce qui est possible, hein, mais est-ce qu'on va accepter de trader notre premier pic, enfin notre premier tour contre Claxton? Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Surtout qu'on est dans une draft où, pour moi, le niveau est vraiment hyper homogène. On peut récupérer vraiment un bon joueur en fin de premier tour. Bon, vous me direz, on peut aussi en récupérer un joueur d'un niveau proche du premier tour en début de second tour, mais voilà. Tout ça pour dire que ce trade, en fait, il donne pour moi beaucoup plus d'interrogations qu'au final, on a de réponses. Et le fait de sacrifier quasiment tout notre guard play, parce que là, si on regarde les 2 matchs qu'on a joués depuis que Vucevic est là, c'est vraiment pas fou sur le guard play. Je vous laisse regarder les 2 premières mi-temps. Le niveau création de tir, c'est très très compliqué. Donc si on met ça, plus le fait que ce sera potentiellement une location, ou qu'on devra, entre guillemets, lâcher des pics, ou sacrifier certains de nos joueurs pour le re-signer, ou chercher un vrai big avec la TPI, franchement ça fait beaucoup de si pour moi, pour que le trade soit une réussite. Donc c'est pour ça que je suis bien moins optimiste que vous, et que beaucoup de gens de la commu, quand ils ont vu la TPI, parce que pour moi, il y a beaucoup de conditions en fait. Je pense que pour le coup, alors je suis d'accord avec toi sur le fait de re-signer Vucevic ou se séparer de Sam Hauser et qu'on pourra pas faire les deux. Ça dépend évidemment de combien prend Vucevic. S'il prend effectivement 10 millions la saison, ça va être compliqué de garder Sam Hauser ou de lui donner 10 millions à Vucevic. Moi, je pense qu'on peut réussir à lui faire négocier un truc un peu plus bas parce que je pense que le niveau qu'il a est bien inférieur et surtout son importance est bien inférieure à celle qu'avait Al Horford à l'époque où il a prolongé. Mais même au-delà de ça, quand bien même on n'arriverait pas entre guillemets, enfin, on pourrait lui offrir entre guillemets 10 millions, enfin, qui prendrait 10 millions. Pour le coup, je pense qu'un départ de Sam Hauser, et pourtant, vous savez à quel point c'est un joueur pour lequel j'ai pas mal d'affection. Je pense qu'un départ de Sam Hauser est vraiment pas enfin, est vraiment à envisager cet été. Parce que autant c'est un joueur où le contrat est plutôt ok et c'est un joueur qui en plus montre un peu de connecting, donc c'est pas juste un shooter off-ball élite. Voilà, il montre un peu de connecting cette saison qui rend le profil encore plus attrayant. Autant on voit sur petites séquences, j'aimerais bien le voir sur plus de séquences, mais on voit sur petites séquences qu'en fait un joueur type Baylor Shireman n'est pas le shooter qu'est Sam Hauser, mais peut apporter dans d'autres aspects du jeu et même si le profil n'est pas tout à fait similaire, il pourrait reprendre un rôle un peu à terme, un rôle un peu similaire. Donc voilà, et potentiellement un Sam Hauser, c'est potentiellement un profil que tu peux trouver à la draft, justement au second tour ou d'ailleurs en two-way. Sam Hauser sortait d'un two-way contract. Donc je pense qu'un profil à la Sam Hauser est un profil, et je remets des guillemets, mais plus facilement remplaçable, soit par Shireman, soit par quelqu'un à la draft. Et du coup, je serais pas étonné qu'on se sépare de Sam Hauser pour rester sous la luxury tax tout en gardant une profondeur d'effectif assez convenable. Et en plus, au-delà de ça, je pense que Sam Hauser a une vraie valeur. Et je pense que pour une équipe qui veut tenter un peu un push en playoff, essayer de passer des tours et qui manque un peu de spacing, je pense que ouais, qui pourrait être très très satisfait de. J'ai pas de nom d'équipe en tête là, mais typiquement tu vois, bon là ils ont fait Luke Kennard, tu vois, mais je pense que les Lakers pardon, c'est un profil qui aurait pu les intéresser. Les Cavs potentiellement ça peut être un profil qui peut les intéresser même s'ils ont mince j'ai perdu leur nom. J'ai pas son nom. Sam Merrill, un peu dans le même style. Mais voilà, je pense que Sam Hauser, c'est un joueur qui peut intéresser plusieurs équipes compétitives et pour lequel tu peux récupérer un role player ou même pourquoi pas un first round, tu vois, un premier tour, un pick de fin de premier tour, ce qui pourrait être assez positif comme asset en retour. Yes, alors Titouan, je t'ai laissé finir, mais breaking news. Mais bon, ça va pas forcément nous amener grand-chose, surtout que le temps que le podcast sorte, nos auditeurs et nos auditrices l'auront déjà eu. On l'apprend en direct, donc Jason Tatum will be assigned to participate in portions of the main Celtics practice. Donc
voilà, on a une partie de la réponse à notre question. Tatum va s'entraîner avec le Maine cet après-midi aux États-Unis. J'allais y venir parce que du coup, pardon, réaction un peu à chaud, mais j'allais y venir parce que justement, Shams Charania nous a annoncé qu'il allait reprendre les entraînements, etc. Mais en même temps, je trouvais que ça restait très vague. Est-ce que c'est une vraie news? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Et puis surtout, non mais déjà, on va essayer de répondre à ça. Et puis après, on va venir donc sur la fin de saison parce qu'on on a jeté beaucoup d'interrogations et je comptais, avant de dire ça, je comptais revenir un peu sur, bon, en gros, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la fin de saison? Et donc, il y avait deux options, c'était soit Tatum revient, et dans ce cas-là, ça voudra dire ceci, soit il revient pas, et ça voudra dire cela. Mais déjà, là, tout de suite, Hugo, vu que tu as tweeté en majuscule, enfin, tu as écrit en majuscule, on t'écoute. Non, bah là, on va pas se mentir, ça sent bon Ça sent bon, on est d'accord. pour un retour là. Alors, il y avait l'info du 5 contre 5. Shams Charania dit dans le même tweet, enfin dans la même vidéo, hein, que Tatum voulait vraiment revenir quand il sera à 100%, etc., etc. Qu'il restait évidemment quelques étapes à valider avant de revenir. Mais là, s'il commence à s'entraîner, donc il a commencé les 5 contre 5, alors c'est quelques parties de l'entraînement. Il va pas faire, j'imagine, l'opposition traditionnelle de fin d'entraînement où ça joue sa vie pour pas ranger les ballons, tout ça, ça y fera pas évidemment, je pense. Mais voilà, le fait qu'il commence à s'entraîner, qu'il reprenne avec l'équipe, etc., sachant que là, on l'a pas dit, mais on a 3 jours, je crois, de break. Enfin, on rejoue dans la nuit du 11 au 12, ou un truc comme ça. Donc on a 3 ou 4 jours de break entre les deux matchs. Et derrière, il y a le All-Star Break, donc, où on a 8 jours de coupure. Donc là, c'est potentiellement le bon shot pour le voir revenir à la fin du mois de février, voire début du mois de mars. Donc le fait qu'il s'entraîne aujourd'hui, là, vraiment, je pense qu'on va dans la bonne direction. Et je pense qu'on peut tabler sur un retour fin février, voire début mars. Mais là, en tout cas, tout porte à penser qu'il est de plus en plus proche d'un retour. Ah, j'ai 76 notifications, quoi. Mark Stein, tout le monde, tout le monde en parle, c'est chaud. Titouan, qu'est-ce que t'en penses? Bah, alors moi, j'ai pas vu le tweet exact, mais de ce que tu me dis, enfin, qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit que Tatum va reprendre des portions d'entraînement avec le main, c'est ça? C'est ça. To participate in Mais portions du coup, of main enfin, Celtics practice. parce que du coup, enfin, euh, alors pourquoi pas, hein, mais pour moi, on est quand même loin. Enfin, il y a quand même un grand pas entre des portions d'entraînement de G-League et jouer un match NBA. Enfin, moi, je suis peut-être moins hypé que vous là-dessus. Enfin, moins hypé, c'est peut-être pas le bon terme, mais ouais, je suis peut-être moins chaud là-dessus, ou du moins, je m'emballe un peu moins parce que je trouve il peut se passer encore pas mal de choses entre. Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire des portions d'entraînement? Est-ce que en fait, il fait juste un échauffement? Est-ce que en fait, il va juste faire 3 séances de muscu à côté? Enfin, tu vois, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire Ouais, ça portion reste très vague. d'entraînement. À quel point, en termes d'intensité, en termes de temps, combien de temps? Est-ce que c'est techniquement 5 minutes d'entraînement avec le main, c'est une portion d'entraînement, tu vois? Mais est-ce que c'est 5 minutes? Est-ce que c'est une Ouais, mais est-ce demi-heure? qu'ils Enfin, enverraient un tweet pour ça? bah, on parle d'américains. Enfin, désolé, mais bon, dès qu'il faut faire de la hype, du buzz, tu sais, la trade deadline vient de passer, ils se disent, putain, de quoi on va pouvoir parler parce que tout le monde s'en tape du All-Star Break. Bon, il nous faut une info un peu qui fasse du buzz. Donc, en vrai, j'en sais rien, tu vois. Pour moi, ça reste encore très vague. Et pour moi, il y a encore un gros écart entre, voilà, entre une portion d'entraînement avec le main et jouer Ouais. un match NBA. Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on. Alors, juste pour préciser, parce que je suis allé lire exactement le communiqué. Donc en fait, il va disputer donc l'entraînement. Alors portion d'entraînement, en effet, c'est vague. Globalement, alors d'expérience, hein, pour avoir vu plusieurs stars faire en effet quelques passages par la G-League avant de reprendre. Généralement, en fait, ils font l'entraînement entier pour se tester, donc sur des séquences, etc. Il y a juste à la fin l'opposition quand il y a vraiment de l'intensité. Ça, ils sont sur le côté, en effet, où ils font du shooting sur un autre terrain.
Mais normalement, je pense qu'il va vraiment se tester, commencer à mettre du contact, etc. Après, donc dans le communiqué, c'est dit que juste après, donc il sera recall en gros par les Celtics pour continuer son process. Donc là, c'est vraiment, je pense, un entraînement test pour voir ce qu'on fait dans les 2, 3 semaines à venir, quoi, je pense. Bon, eh ben écoute, à suivre donc. On va donc garder une certaine petite forme d'incertitude pour conclure donc sur le futur proche, on va dire, hein, la fin de saison des Celtics. Donc pour résumer, on l'a dit, mais juste pour résumer tout ça, il y a en gros deux possibilités. C'est soit le trade de Vucevic, donc comme prévu depuis le départ, l'idée c'était d'échanger Anthony Simons contre un big, l'occasion de, enfin par la même occasion, on augmente, on utilise cette trade player exception qui allait expirer. On en profite pour en créer une plus grande et du coup on se laisse éventuellement, même si comme tu nous l'as dit Hugo, enfin moi quand même j'avoue que après j'entends tout à fait ce que tu dis, je le remets pas en cause, t'as raison, c'est vrai que les trade player exception souvent ça finit à l'eau, mais le fait que Claxton, Turner, c'est des mecs qui ont été évoqués, c'est aussi surtout deux équipes qui sont, les Nets sont clairement en construction, les Bucks, si Giannis se barre, ils vont l'être aussi, donc du coup ils vont être plutôt enclins à lâcher ses joueurs et des picks ça les intéressera, donc après est-ce que ça se fera ou pas, c'est sûr que ça, nous on l'espère mais on peut pas en jurer. Mais du coup, est-ce que c'était l'opportunité? Bon bah Vucevic est passé par là, on l'a pris et du coup en gros Tatum revient pas, la saison est pas foutue parce qu'elle aura été magnifique de toute façon, on est beaucoup plus haut que ce qu'on pouvait espérer, mais en gros on va se heurter à un mur en playoff et peut-être passer un tour et s'arrêter là. Ou bien, donc, le scénario le plus optimiste, c'est que le guard play, ou en tout cas le playmaking apporté par Tatum va venir remplacer, entre guillemets, celui de Simons, et à la place de Simons, tu as un big, et du coup là, tu peux peut-être envisager les choses avec un petit peu plus d'optimisme pour la suite de cette saison. On n'en sait pas beaucoup plus, mais au moins, on aura eu en direct l'info que ça bouge un petit peu du côté de Tatum, et du coup, on attend la suite avec impatience, j'imagine. Ouais, bah du coup, je suis curieux de voir s'il va revenir et à quel point il va revenir. Est-ce que c'est juste pour se remettre en jambe en fin de saison, mais du coup il reste assis pour les playoffs, ou est-ce qu'il revient et peut revenir suffisamment pour jouer en playoffs? Je suppose que si le staff médical le fait revenir, et que lui revient, c'est que voilà, c'est qu'il se sent Mm. prêt, puisqu'il a plusieurs fois dit en plus que s'il revenait c'était à 100%. C'est vrai que moi, de prime abord, de mon canapé, je me dis, mais mec, prends ta saison off, fais une bête d'intersaison et reviens à fond la saison prochaine. Mais voilà, je suis pas à l'infirmerie, je sais pas exactement à quel point il progresse. On voit que des brides de vidéos, donc voilà, je fais confiance au staff médical des Celtics. S'il revient, c'est qu'il sera prêt. Eh ben écoute, on va l'espérer, oui, parce qu'alors c'est sûr que s'il revient et que ça se répète, ce serait vraiment la catastrophe. Juste pour terminer, peut-être, je le disais tout à l'heure, Amari Williams a pris l'un des spots hein, vacants du fait des différents départs. Il y a fort à parier qu'il y en aura un pour Ron Harper aussi, vu que il a fait un ou deux bons matchs et que là, j'ai été surpris de le voir aussi utilisé contre les Knicks hier soir. Et puis, Brad Stevens a dit qu'il faudrait remplir. Donc, on est obligé d'avoir au moins 14 joueurs. Hein, du coup, il faudra encore en signer un. Mais je pense que. Enfin, je sais plus exactement comment il a dit ça, mais Brad Stevens a été assez clair sur le fait que, en gros, ils n'étaient pas passés sous la taxe pour repasser par-dessus juste après. Donc, ce sera. Forcément pour un joueur qui touchera un tout petit salaire. Hugo, je vois que tu veux intervenir, je te donne la parole. Non, c'était juste pour préciser, tu as parlé des 14 joueurs. En gros, pour expliquer à tout le monde, il reste, je sais plus, 68 ou 69 jours de saison. Et on peut pas avoir moins de 14 joueurs dans son roster pour plus de 30 jours
enfin sur la globalité de la saison NBA. Sachant qu'on n'a jamais eu en dessous de 14 joueurs, il faut qu'on ait 14 joueurs. On peut garder moins de 14 joueurs pendant 38 jours. Donc en gros, il faut que d'ici un mois et demi, on repasse aux 14 joueurs. Sachant que je pense, moi le scénario le plus probable, c'est qu'on signe en effet Ron Harper assez rapidement et que derrière on enchaîne des joueurs sur des contrats de 10 jours. Sachant qu'on peut en signer 3 maximum, enfin 2 avant de. C'est un peu comme le CDI en France, en gros, on peut en signer 2 avant de devoir basculer sur un contrat à l'année. Et donc, je pense qu'on signera des joueurs sur des contrats de 10 jours pour faire des tests, etc. Avant de les signer, à partir du moment où, en gros, on sera sûr que quand les signants, donc au prorata de leur valeur, ça reste sous la taxe. Donc, en gros, je pense qu'on signera plusieurs contrats de 10 jours et d'ici un mois, entre un mois et demi, là on aura notre 14e joueur qui sera décidément, enfin, véritablement sous contrat parce que au prorata de ce qui reste à jouer, ça nous permettra de rester sous la taxe. Je sais pas si c'est bien clair, mais voilà globalement comment ça devrait se dessiner. Ouais, je pense que c'est très clair. Merci du coup de la précision, Hugo. Les gars, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non, pour moi c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. J'espère qu'on a été clair un peu dans tous ces petits détails du CBA, parce que c'est des choses qui sont un peu techniques et pas forcément simples en plus à expliquer à l'oral, je trouve. Euh, si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, il y a Guillaume du Basket Lab qui a fait un tweet notamment sur le trade Vucevic, Anthony Simons, et qu'on a parlé aussi dans un de ses épisodes. Voilà, vous pouvez aller lire ça ou écouter ça. Il l'explique peut-être un peu mieux que nous, Mm. mais voilà. En tout cas, c'est des petits points un peu techniques, mais qui ont quand même leur importance parce que si vous avez pas si vous n'êtes pas au fait de tout ça, il y a certains trades qui peuvent vous paraître un peu euh, ouais, dénués de sens. Et au final, bah, savoir un peu tous les rouages derrière et le côté un peu financier et réglementaire en fait du CBA explique parfois pas mal de moves. Notamment par exemple celui Anthony Simons, Vucevic, Mm. où évidemment il y avait un besoin à l'intérieur derrière Keita dans le secteur intérieur des Celtics. Mais comme on l'a dit, Anthony Simons faisait aussi une bonne saison et on aurait pu se dire, sauf si on va chercher un intérieur sur un contrat long, sinon quitte à avoir un joueur finissant, autant continuer avec Anthony Simons. Mais c'est là que du coup maîtriser toute la partie CBA financière et réglementaire de la NBA te permet d'expliquer un peu le pourquoi du comment. Et oui, 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 très important de répéter, on l'a dit hein, au moment où on a dû se séparer de Porzingis, de Jrue Holiday, on l'a déjà dit, mais on le répète. Moi j'ai vu passer des tweets qui disaient carrément que les gars étaient pas contents qu'on se soit débarrassé c'est pas sympa dit comme ça, mais qu'on ait envoyé Josh Minott au Nets et qui disait ouais, il fait un super début de saison, c'est dégueulasse, on lui donne pas sa chance, tout ça pour que les propriétaires fassent un peu d'économie sur la taxe. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait, même dans les intérêts de l'équipe et de la future construction. Malheureusement, voilà, comme on l'a dit, passer sous la taxe, c'était quand même nécessaire. Euh, C'est ça parce que c'est pas juste. Enfin, alors effectivement, le proprio va faire des économies et d'ailleurs, de toute façon, si le move a été fait, c'est parce que le proprio a plus ou moins donné ses directives à Brad Stevens. Mais en fait, c'est pas juste une question d'argent pour le proprio et les méchants milliardaires et tout ça. En fait, c'est aussi pour construire ton roster. Si tu restes trop longtemps au-dessus de la taxe, on l'a dit, tu as des tax repeater, enfin repeater tax. Surtout après, du coup, tu vas plus facilement être dans le second apron. Et si tu restes trop longtemps dans le second apron, tu as des histoires de pick de draft gelé que tu peux pas trader, qui est automatiquement en dernière place. Peu importe ta place en cours de saison, ton pick sera automatiquement 30e à la draft. ouais. T'as plein de trucs comme ça. Pour des trades, tu peux pas envoyer plusieurs joueurs dans un trade, etc. Ça rend la construction du roster plus compliquée. Donc c'est pas qu'une histoire de gros sous entre guillemets, c'est aussi une question de flexibilité pour construire ton roster sur le moyen terme. Exactement, oui.
Je viens de voir, j'ai une nouvelle notification qui me dit que Hugo Gonzalez et Amari Williams vont participer à l'entraînement des Maine Celtics. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis tout excité de savoir qu'il y a Tatum et qu'ils envoient 2 joueurs du roster principal pour s'entraîner avec lui. Est-ce qu'ils veulent essayer de créer une alchimie? Je sais pas. Voilà. On va attendre d'en savoir plus avant de raconter des bêtises. Messieurs, merci beaucoup. Titouan, merci pour cet épisode. Hugo, c'était un plaisir de te retrouver. Voilà, tout le plaisir est pour moi, ça m'a vraiment fait plaisir pour le coup d'échanger avec vous sur toute l'actualité des Celtics. Si je peux passer un message à Brad Stevens, je sais qu'il nous écoute évidemment. C'est une évidence. Il y a Malachi Branham qui a été cut aujourd'hui par les Wizards. Signe-le en contrat de 10 jours parce que pour le coup, pour le guard play, ça peut pas faire de mal. Allez, bah écoute, vu qu'il nous écoute effectivement, je pense qu'on peut s'attendre à cette signature assez rapidement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite de bien continuer à profiter de cette saison. On va regarder avec attention les prochains matchs parce que voilà, ce qu'on a vu de Nikola Vucevic, entre autres, ça reste un petit peu léger jusqu'à maintenant. Et puis surtout, voilà, on va croiser les doigts enfin ou pas, selon comment on envisage la chose. Mais si Jason Tatum est sur le retour, ça peut quand même être très très intéressant. Prenez soin de vous, go Celtics, et à la prochaine. Salut. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points, and Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.